La poésie m'a aidé à mieux faire mon travail de politicien. Parce que ce que la poésie m'a permis d'avoir, c'est de développer une grande sensibilité, une grande attention. Je dis souvent que je ne suis pas allé vers la politique, c'est la politique qui est venue me chercher. Pour moi, c'était très important de continuer à travailler avec d'autres dans l'espace communautaire pour aider à changer un tant soit peu la vie des autres. Pour ce mois de février qui marque le 30e anniversaire du mois de l'histoire des Noirs au Canada, il m'a paru naturel de mettre en lumière dans ce nouvel épisode une personnalité profondément engagée en faveur des communautés noires au Québec, Frantz Benjamin. 3e vice-président de l'Assemblée nationale du Québec et député de Viau, Frantz Benjamin est avant tout, par vocation, poète. Né en Haïti, il a immigré au Québec à l'adolescence, une expérience qui lui a permis de s'intégrer plus facilement tout en s'imprégnant des valeurs de sa nouvelle terre. Frantz Benjamin est rapidement devenu une voix influente de la communauté noire au Québec. Il a multiplié les expériences tant en politique que dans le milieu communautaire, notamment dans le quartier de Saint-Michel qu'il porte dans son cœur. Ancien président du Conseil interculturel de Montréal, cofondateur du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire et du sommet AFO qui a donné naissance à l'Observatoire des communautés noires, il est un homme dont les réalisations laissent une empreinte durable. Bonjour, je m'appelle Rizamarom Zetren. Bienvenue dans Chaque histoire est une île. À travers ce podcast, je vous invite à voyager dans des parcours empreints de diversité, de créativité et de résilience. Ici, les histoires prennent vie. Rejoignez-moi pour découvrir des artistes, des écrivains, des entrepreneurs, des femmes et des hommes qui réinventent le monde. Ce podcast est un voyage parfois passionnant, parfois déchirant, mais toujours humain. Chaque histoire est une île, naviguer d'un récit à l'autre. Alors bonjour, bienvenue dans la circonscription de Viau, parce que nous sommes dans la circonscription de Viau. Alors je me présente, Frantz Benjamin, député de Viau, 3e vice-président à l'Assemblée nationale et député de Viau. Donc le protocole exige que je commence par me présenter comme 3e vice-président à l'Assemblée nationale et député de Viau. Poète aussi, j'aime tout de suite ajouter poète, parce que ça fait partie de mon identité intrinsèque aussi. On dit souvent, on peut expulser un Haïtien d'Haïti, mais on peut pas enlever Haïti d'un Haïtien. Et les souvenirs que j'ai, c'est les souvenirs de camaraderie, c'est les souvenirs d'école, les souvenirs de voisinage, les odeurs du voisinage et les bruits. C'est une ville, Port-au-Prince, c'est une ville quand même très bruyante. Les bruits des klaxons d'auto, de la musique très tard le soir, et les jaseries des commères, les commerçants qui passent, qui crient leurs produits. Donc tout ça, c'est des souvenirs qui sont restés là. Et comme j'ai eu la chance de pouvoir retourner à quelques reprises à Port-au-Prince, alors chaque séjour est pour moi l'occasion de me retremper et dans tout ce brouhaha sonore qui a meublé mon enfance et ma vie et quand j'étais en Haïti. J'ai eu une enfance heureuse. J'ai eu cette chance de naître dans une famille unie et heureuse. Mon père et ma mère se sont rencontrés dans une chorale. J'aime bien rappeler cela parce que à la maison, il y avait beaucoup de musique. Mes parents chantaient souvent en français, en latin ou en créole. Et il y avait toujours une musique pour toutes les circonstances, pour toutes les occasions. Donc, pour la joie, pour la mélancolie, pour le souvenir, pour la tristesse. Il y avait toujours une musique chez moi à la maison. Il y avait toujours une chanson. D'ailleurs, c'est une forme de culture musicale que j'ai gardée encore aujourd'hui. Il m'arrive de chantonner. Je ne suis pas chanteur, loin de là. Il m'arrive de chantonner, de pousser quelques notes et marqué, teinté par l'émotion du moment. Donc, alors oui, j'ai eu la chance, comme je suis né, j'ai grandi dans une famille qui avait les moyens de
de nous donner ce dont on avait besoin, c'est-à-dire nous habiller, nous nourrir, nous donner un toit, nous envoyer à l'école dans les meilleures écoles de la capitale. Et ça, je suis reconnaissant des efforts que mes parents ont fait, mes parents qui ont été, ma mère n'étant plus là, deux rudes travailleurs et qui nous ont enseigné à nous, les enfants, le goût du travail, le goût de l'effort, de la persévérance. Alors, pour mes premiers modèles, ce sont mes parents. Donc, et ce bonheur-là, malgré évidemment, nous sommes humains, nous connaissons notre part de douleur, de tristesse, de mélancolie, mais c'est un bonheur qui ne m'a jamais quitté. Je suis aujourd'hui encore un homme heureux parce que j'ai été un enfant heureux. Je l'ai connu enfant, c'est-à-dire quand tu es né en Haïti, donc dès que tu peux, à la connaissance de pouvoir saisir ce qui se passe autour de toi, bien sûr, j'ai connu la dictature et j'ai même subi la dictature. Donc, c'est-à-dire, c'est l'idée des arrestations arbitraires, c'est l'idée des interdits. Il y a, je me rappelle un jour, anecdote, un oncle qui est venu à la maison, une maison qui est venue à la maison, mais en présence de mes parents, et puis il m'a dit, Franz, moi, je travaille du l'école. Le président qui doit mettre, et tout à coup, aussitôt qu'il a prononcé ce mot, ma mère est intervenue, mais brutalement, pour lui dire de quel droit tu oses mettre pareille chose à la tête de mon enfant, et il y a un président à vie dans le pays. Donc, c'est ça aussi la dictature. Donc, et c'est les arrestations. J'ai vu des gens être arrêtés, et j'ai vu des gens disparaître pour ne plus revenir dans ma propre famille. Et ce que je crains, ce que je déplore même, c'est cette lacune de la mémoire de ce qu'a été la dictature, au point où des jeunes aujourd'hui nous disent c'était mieux sous Duvalier, parce que hélas ils n'ont pas connu ce que ça a été véritablement. Oui, absolument, c'est des choses qu'on n'oublie pas, surtout lorsqu'on arrive en plein hiver. Donc, frappé par le choc. J'arrivais de New York, bien sûr. Il fait froid. Je connaissais le froid, mais c'est le froid de New York, quand même. Incomparable avec l'hiver du Québec, de Montréal. Donc, je suis arrivé quand même jeune, avec mes parents, retrouver le reste de la famille qui était déjà ici. Et encore marqué, trempé dans cette nostalgie d'Haïti. Et parce que malgré que j'ai passé près d'1 an et demi à New York avant d'arriver ici à Montréal, je vivais une terrible nostalgie, une terrible mélancolie d'Haïti. Parce que en Haïti, j'avais des amis, j'avais une vie qui était déjà construite parce que j'allais déjà à l'école secondaire, etc., etc. Et puis quitter tout ça brutalement, brusquement, parce que moi, la veille de mon départ, je ne savais pas que je quittais Haïti. J'ai su que je quittais Haïti définitivement 3 heures avant que je prenne l'avion. Donc, non, plutôt 5 heures avant de prendre l'avion. Donc, vers 8h30 du matin, puisque le vol était, je crois, 1 heure ou 3 heures de l'après-midi. Donc, c'est brutal. Alors, j'ai vécu cette mélancolie-là pendant quelque temps, jusqu'à ce que, suite à une conversation avec mon père, je décide de prendre ma place ici au Québec, de dire finalement, Haïti restera toujours, mais ma nouvelle terre de vie, ma nouvelle vie, c'est au Québec que ça va se passer. C'est toujours plus facile lorsque tu arrives jeune de pouvoir t'intégrer.
Quand tu as 40 ans, 50 ans de vie derrière toi dans un autre pays, c'est plus difficile. Tout est à recommencer. Tandis que dans mon cas à moi, il y a plein de choses qui étaient à faire, qui étaient à construire. J'avais pas encore terminé mes études académiques. J'avais pas encore de métier, de profession. J'avais pas encore d'expérience professionnelle. Donc, alors, disons que c'était plus facile, malgré les difficultés, quelques difficultés rencontrées, comparativement à ce que j'ai vu venant de la réalité de d'autres personnes d'origine immigrante. Je pourrais dire, somme toute, c'était plus facile. Déjà, pour moi, il n'y avait pas de barrière linguistique parce que je suis créolophone et francophone. Donc, ça, c'est déjà une barrière énorme qui n'existait pas. Et comme j'étais jeune, donc je pouvais intégrer les écoles rapidement, etc., etc. Donc, quelques difficultés, mais somme toute, pas de grosses difficultés. J'ai toujours été intéressé par deux choses, la philosophie ou les communications. Les communications, ce que j'aimais beaucoup dans les communications, c'était l'idée de pouvoir rentrer, c'est la meilleure façon de rentrer en relation avec les gens. Parce que pour moi, les questions relationnelles sont pour moi importantes, que ce soit à l'intérieur d'une famille, d'une petite collectivité, ou du moins d'un pays, ou peu importe la structure. Alors, je me suis dit que faire des études en communication, j'ai jamais rêvé de devenir journaliste. Donc, quoique j'ai failli devenir journaliste, mais j'ai jamais rêvé de devenir journaliste. Je rêvais plutôt à devenir enseignant en philosophie ou enseignant en communication. Mais le hasard de la vie m'a emmené sur d'autres terrains. Voilà. Ben alors, je dis souvent que je ne suis pas allé vers la politique, c'est la politique qui est venue me chercher. J'avais une vie professionnelle parce que à l'époque, je venais de terminer mes études. Je travaillais dans la fonction publique québécoise au gouvernement du Québec. Ça faisait déjà quelques années. Et ça a commencé par une malheureuse tragédie qui s'est passée à Montréal. C'était à l'époque il y avait un cas d'agression sexuelle et il y avait les trois accusés, deux d'entre eux, des trois criminels, parce qu'ils ont été reconnus coupables, deux d'entre eux étaient d'origine haïtienne. Et lors du prononcé de la sentence, la juge à l'époque eut à dire, dans le cas particulier de ces deux, parce qu'ils sont d'origine haïtienne, que violer les femmes, ça faisait partie de leur culture. Ça a créé un choc énorme à l'époque, beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Visiblement, ce sont des propos discriminatoires, voire racistes. C'est ne pas connaître la culture, tout simplement. C'est ne pas connaître la culture haïtienne, en plus, que d'affirmer une pareille monstruosité. Alors, nous étions plusieurs à l'époque, pas seulement des membres de la communauté haïtienne. Oui, beaucoup d'immigrants, beaucoup de membres des communautés noires, mais beaucoup de Québécois aussi. Beaucoup de Québécois qui étaient fâchés de cette déclaration. Nous avions à l'époque porté plainte au Conseil de la magistrature. Nous avions porté plainte à la Commission des droits de la personne. Mais nous étions un groupe de jeunes à l'époque et on s'était réunis. Et un des constats que nous avions fait, nous avions fait 3 constats. Premier constat, sous-représentation de la diversité dans les lieux de pouvoir. Donc, pas seulement dans les lieux politiques, mais dans tous les lieux de pouvoir, dans la magistrature, dans les staffs dirigeants de nos conseils d'administration. Deuxièmement, manque de compétences de celles et ceux qui prennent les décisions qui ont un impact important sur la vie des gens. Et troisièmement, sur la nécessité qu'il y ait des structures visant plus vigilantes sur le respect des droits de la personne, à part la Commission des droits de la personne. Et comme à l'époque, ce petit groupe de jeunes que nous formions, à l'époque, s'approchaient les élections scolaires, alors j'ai décidé de me présenter aux élections scolaires. Alors, j'ai été presque choisi, délégué par ce groupe-là pour me présenter. C'est comme première expérience au scolaire. Et voilà comment ça a commencé. Donc, j'allais être élu
sur la base d'aucun programme. Et en fait, il y avait un programme. Je me rappelle quand je faisais mon porte-à-porte, le seul élément qu'il y avait au programme, c'est que je fais pas de promesses. Je prends un engagement. Quand vous aurez besoin de moi, je serai là. C'était mon seul engagement. Et fort de cet engagement-là, les gens ont dit, ben oui, c'est honnête, c'est franc. On va voter pour lui. Et ils n'ont pas voté pour moi une fois. Ils ont voté 3 fois pour moi. Alors, je dois rendre hommage tout de suite aux gens de Rivière-des-Prairies, donc qui m'ont fait l'honneur de faire de moi un élu pour la première fois. Ça s'est passé à Rivière-des-Prairies et nous sommes en 1998. Un long parcours se dessine ensuite, parcours jalonné par l'implication citoyenne, l'engagement politique. Ensuite, la ville de Montréal fera appel à moi pour devenir membre du Conseil interculturel de Montréal. Je suis devenu le vice-président pour devenir ensuite le président en 2004. Nous allons déposer plusieurs avis. C'est un conseil pour les gens qui nous écoutent, fort et intéressant, qui réunit des Montréalaises et des Montréalais de différentes origines et qui conseille le conseil municipal, les élus montréalais, sur les enjeux relatifs à l'intégration et à la participation des communautés culturelles à la vie montréalaise. Donc, alors, le Conseil interculturel de Montréal, sous ma présidence, a déposé plusieurs avis, notamment sur les questions relatives au profilage racial, à la question du chômage chez les jeunes issus des communautés culturelles, sur l'apport et la contribution des communautés culturelles à la vie culturelle montréalaise. Et ensuite, le maire de Montréal d'alors m'invitera à me présenter aux élections municipales dans ce district, Saint-Michel, qui a accueilli ma famille et moi lorsque nous sommes arrivés au Québec. Donc, alors ça, on est en 2009. Donc, en 2009, je vais être élu. Je serai élu à 3 reprises comme conseiller municipal de Saint-Michel. Et en 2018, donc, je traverserai la Seine pour aller vers une autre Seine, la Seine québécoise, pour être élu député de Viau en 2018, pour servir les gens de la circonscription de Viau. Grosso modo, Viau, c'est le grand quartier Saint-Michel, ce même quartier que j'ai servi, qui m'a accueilli et que j'ai servi comme conseiller municipal, que j'ai encore le bonheur de servir jusqu'à aujourd'hui. Parallèlement à ma vie politique, parallèlement à ma vie professionnelle, j'ai toujours eu une implication communautaire, que ce soit comme membre du conseil d'administration de Carrefour Jeunesse Emploi Notre-Dame-de-Grâce, que ce soit comme membre du conseil d'administration de Chess, Ressources Famille, un organisme qui est dans Parc Extension. Donc, et par la suite, en devenant élu, pour moi, c'était très important de continuer à travailler avec d'autres dans l'espace communautaire, mais pour aider à changer un tant soit peu la vie des autres. Alors, avec des amis, donc il y a une dizaine d'années, nous avons fondé un fonds qui est le fonds 1804 pour la persévérance scolaire. C'est un fonds qui donne des bourses à la persévérance scolaire à l'ensemble des jeunes du Québec. Et c'est un fonds qui donne plein de bourses. Je crois, si je me trompe pas, c'est la plus grosse organisation québécoise qui donne le plus grand montant d'argent en termes de bourses à la persévérance scolaire au Québec à chaque année. Donc, ce qui est important pour moi à travers cette organisation-là, c'est de constater, c'est de voir, c'est de pouvoir témoigner combien et comment, au-delà des bourses, des montants d'argent que nous donnons aux jeunes, comment ces reconnaissances-là viennent insuffler une motivation chez des jeunes qui, pour toutes sortes de raisons, auraient pu lâcher l'école, auraient pu décrocher, mais qui décident de rester à l'école. Donc, aujourd'hui encore, le fonds continue de grandir. Le fonds 1804 continue de grandir à travers ses gouverneurs, mais surtout à travers ses donateurs, parce que le fonds, il faut savoir, c'est monsieur et madame tout le monde qui peut faire un don au fonds 1804. Le fonds 1804, il n'y a aucun salaire qui sort du fonds. Tous les gens qui sont au fonds, ce sont des bénévoles. Donc, quand quelqu'un donne $10 au fonds, c'est $10 qui va directement à une bourse. Et par la suite, donc il y a le fonds, mais il y a eu un autre truc dont je suis très fier aussi, c'est le sommet afro, dont j'ai agi comme un peu un instigateur
Alors, la petite histoire du sommet afro est la suivante. Nous sommes autour de 2016-2017. Il y a un phénomène à Montréal, c'est qu'il y a durant cet été-là, il y a une vague d'assassinats et il y a beaucoup de jeunes hommes noirs qui sont victimes et qui en sont victimes. Et à ce moment-là, j'étais élu à la ville de Montréal à l'époque. J'aurais pu choisir d'inviter les leaders de la communauté. J'ai choisi de faire différemment. J'ai choisi plutôt d'inviter les travailleurs de rue, les intervenants communautaires. Donc, ils étaient une quarantaine à ce moment-là, pas seulement des communautés noires, c'est-à-dire de la communauté haïtienne, des communautés africaines et de la communauté anglophone aussi, autour d'une formule que j'appellerais la formule des 3 questions. Et les 3 questions étaient les suivantes. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que nous devons faire? Et comment le faire ensemble? C'est une discussion qui était prévue pour durer 2 heures. Ça a duré 3 heures et demie. Et suite à cette discussion-là, celles et ceux qui étaient autour de la table ont décidé non seulement de poursuivre la discussion, mais de structurer cette discussion-là autour d'une entité qui deviendra le sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires. Aujourd'hui, le sommet, c'est une plateforme. C'est pas un organisme communautaire qui donne des services directs aux citoyens, mais c'est une plateforme qui soutient plus d'une 50aine d'organismes des communautés noires qui les accompagnent dans les services qu'ils donnent à la collectivité. Donc, ces organismes-là, ils sont pas seulement de Montréal, ils sont de Laval, ils sont de la Rive-Sud, ils sont du Québec, ils sont partout au Québec. Et ça, je suis très content de voir que c'est un défi qu'il y a. Et ce sera toujours pour nous un défi de travailler en concertation, de travailler ensemble. Moi, je dis souvent, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est ça la philosophie du sommet. Et le sommet vient de donner naissance il y a un peu plus d'1 an à une belle entité que sont l'Observatoire des communautés noires, qui est une plateforme qui réunit des chercheurs dans différents domaines, qui produisent des documents de recherche, qui produisent du data, comme on dit, sur les réalités des communautés noires. Ça, souvent, c'est un besoin que nous avions, qui a souvent été exprimé, le fait qu'il manquait de données colligées, de données traitées, analysées. Ben voilà, c'est une réponse tangible. Il y a un espace maintenant aujourd'hui où nous pouvons avoir accès à ces données-là lorsque nous en avons besoin, pour mieux comprendre les réalités des communautés noires et surtout pour mieux agir autour de ces réalités-là. En fait, le premier défi, c'est un défi d'arriver à œuvrer à armes égales, puisque il reste encore, hélas, des défis en termes de préjugés, en termes de discrimination. Bien sûr, il m'est déjà arrivé de me faire fermer des portes au nez, pas parce que j'étais le candidat de l'autre côté, mais parce que me faire crier des noms monstrueux, blessants. Mais ça ne m'a pas... Bien sûr, ça blesse. Ne pas dire que ça blesse pas, ce serait mentir. Mais au-delà de ces blessures, je ne me suis jamais laissé atteindre dans mon fort intérieur, dans mon moi-même, par rapport à ma vision, par rapport à mes rêves, par rapport à mes objectifs, par rapport à mon idéal. Et ça, et je sais aussi que c'est pas seulement un défi pour les politiques, pour les politiciens issus des communautés noires. C'est un défi pour les professionnels issus des communautés noires. C'est un défi pour les artistes, pour les entrepreneurs aussi. C'est un défi constant qui est celui d'arriver à lutter à armes égales, d'avoir accès à l'équité, c'est-à-dire l'égalité des moyens qu'on nous donne pour pouvoir avancer, pour pouvoir se réaliser. L'autre chose aussi, évidemment, quand on est élu issu d'un groupe minoritaire, et il y a aussi une réalité qui vient avec. C'est qu'aujourd'hui, je suis député de Viau. Mes patrons, les gens qui m'ont voté pour moi, c'est les gens de la circonscription de Viau.
mais je ne suis pas que l'élu de Vio, comme élu d'un groupe minoritaire. Je suis d'origine haïtienne, donc beaucoup de membres de la communauté haïtienne voient en moi un des leurs députés. Je suis membre des communautés noires, donc beaucoup de membres des communautés noires, par exemple, dans 2 semaines, je serai avec mes amis des communautés noires anglophones de la Barbade et de Sainte-Lucie pour un événement, et ils s'attendent à ce que je sois là, parce que je suis un des leurs aussi. Je suis un élu d'origine immigrante, donc il y a beaucoup d'immigrants, quand ils vont arriver ici à mon bureau, qui vont se sentir plus à l'aise, mieux compris, parce qu'ils savent que probablement j'ai eu la même trajectoire qu'eux, que je suis plus sensible à ce qu'ils me racontent, aux histoires qu'ils me racontent, parce que je suis passé par là, j'ai connu l'immigration, moi aussi à mon tour, à ma façon, il y a quelque temps. Non, aussi longtemps qu'il y aura un jeune à accompagner dans sa réussite, le devoir ne sera pas accompli. Aussi longtemps qu'il y aura un aîné seul qui a besoin d'avoir accès à des services de santé ou des services de soutien à domicile, le devoir ne sera pas accompli. Aussi longtemps qu'il y aura une famille qui aura besoin de ressources d'accompagnement pour son intégration dans la société ou pour des défis particuliers, le devoir ne sera pas accompli. En fait, le devoir n'est jamais accompli. Ce que nous faisons, ce que j'essaie de faire au jour le jour, c'est qu'à chaque jour, j'essaie de mériter ma journée. Ce que j'entends par là, j'essaie de travailler le plus fort que possible pour aider, un tant soit peu, à améliorer la qualité de vie des gens, les gens de Vio avant tout, car ce sont les gens auxquels je suis redevable, donc qui m'ont donné mandat, qui m'ont fait confiance pour les représenter à l'Assemblée nationale. Donc, je dois constamment, je suis très conscient de ça, constamment mériter cette confiance, donc travailler au quotidien. Quand je constate, par exemple, actuellement, le chômage galopant chez les jeunes, et particulièrement chez les jeunes issus des communautés racisées. Actuellement, vous savez, quand le taux de chômage est de 10% chez les jeunes du Québec dans son ensemble, il est de facilement 17 à 20% chez les jeunes issus des communautés noires. Donc, c'est un enjeu véritable. Donc, le logement, et il y a une crise du logement qui frappe le Québec, mais cette crise-là frappe de manière beaucoup plus accrue ici dans ma circonscription. Le manque de logements sociaux, le manque de logements abordables, le manque de construction tout simplement. Les défis, moi je me rappelle encore ces jeunes que j'ai rencontrés il y a en 2022 et pour moi ça m'habite, qui me disent ils rêvent de pouvoir acheter une maison, mais ils ont peur de ne jamais avoir les moyens, malgré qu'ils travaillent très fort, ils ont un bon salaire, de pouvoir acheter une maison. Moi, je crois dans une promesse québécoise. Et pour moi, cette promesse québécoise, elle se repose sur l'éducation, sur l'idée de l'égalité des chances, sur l'idée des droits de la personne, du respect des droits individuels, sur l'idée qui dit que si vous travaillez assez fort, nous avons des institutions assez solides, comme comme l'éducation en éducation, pour vous aider à vous réaliser. Donc, il faut pas briser cette promesse québécoise. Il faut que tous les Québécois, toutes les Québécoises, peu importe leur date d'arrivée au Québec, voient en cette promesse québécoise une réalité, un succès pour eux et pour leurs proches. Me voilà mammifère marin au confluent de tes eaux. J'ai quitté le nord un jour de crépitement d'étoiles, à la recherche d'un nouveau ciel. J'ai quitté le nord sans savoir quelle bourrasque porterait la barque à son lit d'échouage. Me voilà sur cette terre à contempler ma nouvelle éternité. J'ai marché plus d'un quart de siècle pour retrouver une main heureuse. L'Atlantique n'est pas un océan, c'est une femme de qui j'apprends une nouvelle langue. Les dauphins m'apprennent à sourire aux passants. Les fous de bassin m'enseignent les hautes voltiges. Toi, grand ciel, tu fais de moi un mammifère marin. Franz Benjamin, Nuit des anses pleines. J'écris pour la femme de Gay, la femme aux 67 douleurs, la femme aux 67 sourires, la femme aux 67 regards, la femme aux 67 courage. J'écris pour la femme de boue, de plaine, de montagne et de rivière, la femme aux 67 voyages,
La femme aux 67 rivages, la femme aux 67 bonheurs, la femme aux 67 destins, la femme debout dans mon poème, la femme aux senteurs de soleil, cassant les cailloux sur les voyelles de braise. Je chante l'horizon de ta nuit dans mes rêves. Franz Benjamin, 24 heures dans la vie d'une nuit. Alors, je suis surtout poète. J'ai publié d'autres choses, mais je me considère avant tout comme poète. La littérature pour moi a commencé très très tôt parce que déjà en Haïti, j'écrivais des petits poèmes, des acrostiches, comme les petits garçons aimaient bien le faire. Et arrivé ici au Québec, j'allais faire... il y a une anecdote, c'était au collège de Rosemont que ça s'est passé, un cours de français, et puis la professeure, on avait un travail à faire, et quand on m'a remis mon travail n'était pas corrigé. Quand j'étais voir la prof, je dis, Madame, vous m'avez pas donné de notes. Elle me dit, Monsieur, on ne corrige pas un poème. Et elle m'a offert un livre, Lettre à un jeune poète, de Rainer Maria Rilke. C'est un recueil, je ne compte plus le nombre d'exemplaires de ce recueil que j'ai offert à d'autres jeunes. Ça m'a beaucoup marqué, donc j'ai commencé à ce moment-là à prendre la littérature au sérieux, l'écriture en tout cas au sérieux, mais j'allais faire une deuxième plus grande rencontre, qui est celle de Lenus Supris, qui est un poète établi, connu de la communauté haïtienne, d'origine haïtienne, qui a publié beaucoup de recueils en français et en créole. J'invite les gens qui nous écoutent d'ailleurs à découvrir la poésie et la littérature de Lenus Supris. Vous allez adorer, j'en suis certain. Et Lenus, qui était intervenant communautaire à l'époque, avait démarré un club de lecture. C'était au bureau de la communauté haïtienne de Montréal. Et il avait invité des jeunes de la communauté à y participer. Donc, moi, j'ai pris part à ce club, donc qui était un club de lecture et d'écriture en même temps. Donc, alors voilà. Et un peu plus tard, 3-4 ans plus tard, j'allais publier mon premier recueil de poèmes, Valkandaï, une plaquette de poésie en créole, en hommage à ma grand-mère, qui m'a fait aimer la lecture. Et d'autres recueils suivront par la suite. Et aussi non seulement des recueils de poèmes, mais aussi, j'ai écrit en français et en créole, mais j'ai surtout publié en français. J'ai publié au moins deux livres en créole, Valkandaï, et plus tard, Dans l'appli. Donc, qui est un livre-disque de correspondance en créole. La mémoire, beaucoup, la liberté, l'amour, l'exil. Je pense que ce sont les 4 grands thèmes qui traversent mon écriture. La mémoire, parce que ma mémoire au sens large, mémoire de migrants, mémoire d'hommes noirs, mémoire d'haïtiens, tout ça. L'exil, c'est non seulement l'exil physique, mais l'exil intérieur aussi. L'amour et la liberté. Et donc, ce sont les 4 grands thèmes qui reviennent sous plusieurs formes dans mon écriture. La poésie m'a aidé à mieux faire mon travail de politicien, parce que ce que la poésie m'a permis d'avoir, c'est de développer une grande sensibilité, une grande attention par rapport à tout ce qui m'entoure, et les êtres humains en premier. Donc, ça, ce sont des qualités intrinsèques au poète. Et la poésie m'a permis de faire mon travail aussi, dans la mesure où ça m'a permis de développer plusieurs projets politiques, mais reliés à la culture, à la littérature. Par exemple, il y a 1 an, avec la collaboration du conseiller municipal de Saint-Michel, Josué Corville, nous avions développé, et la table de concertation communautaire Vive Saint-Michel en santé, nous avions développé un magnifique projet qui s'appelle Saint-Michel, quartier du livre et des écrivains, qui est un projet basé sur 17 axes, 17 actions différentes à poser, que nous posons pour faire vivre le livre davantage, afin que le livre devienne non seulement un outil de divertissement, mais un outil d'éducation,
mais plus encore un outil d'intégration sociale et de développement économique aussi. Car on l'oublie souvent, la culture est un levier de développement économique aussi, il faut le rappeler. Donc, par exemple, les axes sont aussi divers que, par exemple, déployer, par exemple, travailler en partenariat avec le Salon du Livre. L'an dernier, nous avons réalisé un beau partenariat avec le Salon du Livre qui a permis d'accueillir un événement du Salon du Livre dans Saint-Michel. Cette année encore, nous allons récidiver avec la même collaboration. Ça peut être aussi déployer des croque-livres dans les organismes communautaires, dans les entreprises, dans les institutions. Nous avons une trentaine de croque-livres que nous déployons sur tout le territoire de Saint-Michel, etc., etc. Donc, auparavant, donc il y a d'autres projets où il y a la littérature, la culture que j'ai déployé comme conseil municipal. Donc voilà. Et moi, je continue d'écrire. Évidemment, j'aurais aimé avoir plus de temps pour écrire, mais par contre, j'adore mon travail de politicien, de député, parce que c'est un travail qui me permet d'avoir un impact sur la vie des gens, un impact heureux, je l'espère. Donc, dans la vie des gens. La première fois que j'ai été élu commissaire scolaire, le plus grand discours politique qui me l'a été fait par ma mère, qui m'a dit, Franz, ton père et moi, nous t'avions donné 3 choses. L'éducation, l'honnêteté et la fierté. Gare à toi. Gare à toi si tu t'en sépares. Si un jour dans la vie, tu n'es pas capable de regarder n'importe qui droit dans les yeux, c'est que tu auras quelque chose à te reprocher. Alors tu devras quitter cette table. C'est devenu pour moi cette phrase-là, ce discours-là, comme un genre de motto, comme qui revient, que je ressasse. Assez souvent, je me dis, qu'est-ce que ma mère aurait dit dans telle ou telle autre circonstance? Donc, ce que j'ai gardé la simplicité, j'ai gardé la verticalité. Je suis quelqu'un de simple, d'accessible, je crois. Je pense que je suis quelqu'un d'accessible, de vertical. Je ne suis pas en politique pour m'enrichir. J'avais une vie auparavant, une vie professionnelle heureuse. Je suis en politique parce que je crois que je peux avoir un impact, je peux amener une sensibilité, une perspective autre et originale, en tout cas, je l'espère. Et très conscient aussi que avant moi, il y a une vie, j'ai une vie aujourd'hui, et après la politique, il y a une autre vie qui m'attend. Et cette vie-là, elle sera faite bien sûr de poésie, de littérature, et peut-être un petit peu aussi d'implication sociale et communautaire. Mais le message, c'est un message... nous vivons actuellement des heures que j'ose qualifier de fragiles, avec tout ce qui se passe autour de nous, pas loin de nos frontières. Nous vivons dans notre pays même des grands enjeux de difficultés, beaucoup de chômage, des gens qui ont beaucoup de difficultés. Au-delà de nos difficultés personnelles, je pense que c'est important d'avoir un regard humain, fraternel, j'ose dire même fraternel, sur l'autre. Et cet autre-là, c'est cet autre qui est à côté de nous, qui est notre voisin, qui est un camarade de classe, qui est un copain, un camarade de travail. Nous avons besoin d'avoir ce regard fraternel les uns sur les autres. Et c'est ce que je nous souhaite collectivement, peu importe nos sphères d'activité, de penser que par-delà les difficultés, si nous arrivons à nous mettre ensemble, à nous réunir, nous rassembler, et non pas nous diviser, nous pouvons traverser les obstacles brillamment.